Les amis, il est 8h30. Pour d'abord vous féliciter pour cette performance. Je vais dire quelques mots en anglais pour accueillir M. O'Connor et puis pour présenter notre soirée. Donc on a 2 heures. On a 2 heures sur, en gros, l'économie irlandaise. Donc, Monsieur O'Connor va introduire ce travail dans environ 30 minutes, et notamment sous l'angle l'Irlande et comment l'Irlande se démultiplie à travers la diaspora irlandaise qui est très importante, vous le savez. Donc, ça va être le propos introductif de Monsieur O'Connor. Ensuite, on aura Monsieur Derrien, qui a la chemise à carreaux, qui lui sera... il est français, hein, et donc il va nous parler de l'économie irlandaise et notamment de comment les Irlandais appréhendent le monde des affaires et puis justement la relation avec l'Union européenne. Et puis ensuite, Monsieur Carnet, qui lui travaille dans le réseau UBI France, qui est le réseau diplomatico-économique de la France, hein, il nous parlera plus de l'approche de nouvelles technologies. Bonjour Lot-et-Garonne. Bienvenue en Irlande. Monsieur le Président, je voudrais remercier pour les words of welcome. That's my French now, I'm afraid. Tout pour le français. So, I'm very grateful and honored to have been asked by the President and by Ben to say a few words of welcome to you today. Je suis très reconnaissant et très heureux d'avoir été demandé de dire quelques mots aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. But around the world there are 70 million people, 70 million claiming Irish descent or heritage. Donc il n'y a que 4,5 millions d'habitants en Irlande, mais qui est célébré partout dans le monde, plus de 3 millions. About 3 million. 3 millions de personnes célèbrent la Saint-Patrick tous les ans. Which is incredible for a small country. So basically what we have been trying to do, and the Irish government have been trying to do, particularly over the last 10 years, is begin to put a structure on that relationship between Ireland and its diaspora. Donc l'État irlandais cherche à mettre une sorte de structure en fait pour renforcer les liens entre cette diaspora et le pays. En 2009, l'État irlandais a mis en place une structure qui s'appelait l'Irlande Global Irish Economic Forum. Le forum en fait mondial pour les Irlandais. This brings together Irish business leaders from around the world with the Irish government and people here in Ireland. Donc ça met en fait en relation tous les businessmen irlandais autour du monde ici. Yeah. So since that first meeting in 2009, 2 big projects have come out of that I want to tell you about this morning, very briefly. Donc depuis ce projet en 2009, 2 grands projets ont eu lieu et je vais vous en parler ce matin. So the first one is called, just very quick, the first one is called The Gathering. The Gathering Ireland 2013. Donc le premier s'appelle The Gathering Ireland 2013. So this is a very cheeky project because the government decided that 2013 was the year in which Ireland was going to invite the 70 million to come back to Ireland during the year. C'est un projet très ambitieux et très piégeux puisque l'Irlande a décidé d'inviter 70 millions de personnes, de ces personnes qui se disent irlandaises dans le monde, en Irlande, en 2013. Donc le gathering a commencé par l'initiative du gouvernement, mais il est devenu vraiment un projet pour la population et pour les gens d'Irlande. Donc je vous recommande vraiment de faire des actions comme celle-ci, c'est vraiment un incroyable succès.
je vous invite vraiment, en tant qu'élus locaux, donc à participer, à faire ce genre d'événements à votre niveau, même si c'est plus... Dans tous les territoires en fait, locaux, ce serait plutôt des départements, ici c'est des councils. Donc il y a un conseil pour organiser justement ces événements et participer à ce gathering. C'est vraiment quelque chose qui est local aussi. Et donc le centre de gravité doit vraiment être local et en fait l'appel doit vraiment venir de la région d'origine en fait. Donc c'est à vous vraiment de dire vous venez du Lot-et-Garonne, vous êtes exilé à l'étranger, revenez participer à des événements chez nous. Et en retour, donc, vous obtenez donc, le soutien et l'aide donc, des personnes qui sont à l'étranger. Et ça peut être très utile, notamment pour le tourisme, mais aussi pour l'économie et les affaires courantes, la création d'emplois, ce genre de choses. 70 millions d'Irlandais, enfin de personnes qui se disent irlandaises à travers le monde, et 17% de personnes qui sont nées à l'étranger, en Irlande. Et l'autre projet dont je voulais vous parler s'appelle Connect Ireland, donc connecter l'Irlande, donc la diaspora irlandaise à l'étranger, pour être en fait les oreilles et les yeux de l'Irlande, pour trouver donc, des sociétés qui voudraient s'implanter en Irlande et baser leur siège social en Irlande. Les personnes donc, qui arrivent à trouver des sociétés qui vont investir donc, en Irlande, on les appelle les connecteurs, et donc ces connecteurs sont payés pour chaque emploi créé donc, par la société en Irlande. Donc j'ai bientôt fini, mais je voulais vraiment faire passer le message que c'est vraiment votre rôle en tant que politicien de créer les structures pour faire les projets. Donc la leçon qu'on peut tirer du gathering est que les gens ne le feraient pas d'eux-mêmes, mais par contre si l'État met les structures en place, les gens sauront vite le faire et ça marchera. Mon dernier mot sera vraiment l'importance de la culture. Allez France et allez Lot-et-Garonne. Mr. President, thank you very much for this presentation. It's been very interesting for us. Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette présentation, c'était vraiment très, très intéressant. I'm not sure your political life has ended because you're very efficient as an orator. Je ne suis pas sûr que votre carrière politique soit terminée, parce que vous êtes vraiment un excellent orateur. So when we are glad with somebody in southwest of France, we give him some little presents. So you first to open this bag and to put it on your head, and you will make a photography with you. Cheese. C'est pas du fromage. Ça nous apprécie quelqu'un, nous aimons dans le Lot-et-Garonne offrir un cadeau. Sans ça. This type of hat is called beret. It's famous all around the southwest, especially in Pau, where your grandson is living. It's a special beret of our rugby club. All right. Agen, Oh, yes. Agen. Yes. He does the same with his head. Hey, mon frère. Okay. Mon nom est Pascal Derrien et pour une fois, c'est la première audience où je peux prononcer mon nom correctement, où les gens le comprennent. Parce que je crois que Tim m'appelle Derrien, Darian. Mais bon, je l'aime bien, alors c'est pas grave. Ça fait 16 ans que je suis en Irlande. Je suis ici à double capacité, je suis ici en tant que... D'accord. Je suis ici à double capacité, je suis ici en tant que directeur exécutif de Irish Executive Network, qui est une association bénévole regroupant 20 000 membres sur l'Irlande, 70% sur l'île de l'Irlande et le reste d'un point de vue diasporique. Aussi sur les États-Unis, l'Australie, le Canada, mais aussi des gens en Inde. Le principe de base est d'avoir une connexion avec l'Irlande, soit en irlandais soi-même,
soit on est enclin à faire du business avec l'Irlande, soit on a simplement une passion pour l'Irlande et on a une habilité à la démontrer au sens simple du terme. Qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons une plateforme qui s'appelle LinkedIn, parce qu'on n'a pas de software propriétaire. Nous avons des activités en ligne et des activités hors ligne. Hors ligne, ce sont des conférences, ce sont des connexions. Nous agissons comme connecteurs aussi. On travaille beaucoup avec Connect Ireland. On travaille aussi avec tous les acteurs majeurs du tissu économique, soit Wikifrance, les ambassades, les chambres de commerce, je vais toucher un petit peu sur ça, les chambres de commerce à l'étranger. Comme c'est une plateforme avec un forum, il y a aussi des discussions, des connaissances qui sont partagées, des points de vue qui sont échangés. Et donc c'est une association complètement bénévole. Je fais ça, je vais dire, la nuit. Et le jour, je suis directeur régional chez Microsoft pour l'Europe de l'Est. La société irlandaise, c'est un petit pays. C'est important pour vous Français, avec nos 60 millions. C'est un petit pays. 4.2 ou 4.6, en fonction de qui vous parlez, sur la République. Avec l'Irlande, l'île de l'Irlande, avec l'Irlande du Nord, on est au-delà de 6 millions à peu près. C'est important. Vous avez toujours cette double connotation Irlande du Nord, République. Vous n'allez peut-être pas faire attention aux accents, mais c'est très neutre. Voilà, on l'entend. Premier mot. La langue officielle, c'est l'anglais, mais le gaélique est très important. Il est impensable pour un businessman irlandais, ou j'allais même dire un officiel, de ne pas avoir une page LinkedIn. C'est complètement impensable. Si vous voulez avoir un rayonnement sur l'Irlande, un rayonnement européen, rappelez-vous, c'est une île. Il est très important de voir au-delà des limites de l'île. Sinon, vous êtes en forme d'implosion. Ça n'est pas possible. C'est pour ça que les exports irlandais, et je pense que Benjamin touchera dessus, sont très très importants. Et la partie vibrante, et j'allais dire l'épine dorsale de l'économie irlandaise aujourd'hui. 98% de l'Irlande est couvert par ce qu'on appelle des PME, et 2 à 3% par des multinationales. Mais pour revenir au sens de l'intégration, les Polonaises en particulier ont un poids qui est extrêmement important dans, je vais dire, l'activité de l'hôtellerie, la restauration et aussi la mode. C'est important pour nous. Les Polonais sont un peu plus en retrait. Ils font certainement pas plus d'une part d'une intégration linguistique qui s'est pas nécessairement faite, mais mesdames, j'allais dire, les femmes en Irlande ont un rôle très très important. On pourrait parler de la société matriarcale, mais que ce soit les Polonaises ou les femmes en Irlande en général ont un rôle très très important et un rôle de leadership. On a eu une présidente que Tim a bien connue, qu'il a travaillé en collaboration très proche avec elle pendant des années, et c'est très important d'y penser. En termes de relations sociales, au niveau professionnel, les Irlandais, on peut être très anglo-saxons, ils sont très forts collectivement. Nous, Français, on est très forts individuellement. Vous avez énormément de start-up en Irlande. Ces agences accompagnent programmatiquement, mais elles accompagnent aussi ces sociétés transactionnellement pour s'installer en Irlande. Voilà, je disais que ça nous fait réfléchir aussi à ceux qui ont choisi le Lot-et-Garonne et qui en sont les fils adoptifs. Alors, le débat sur l'immigration est plus tendu en France qu'il ne l'est ici. La France, grand pays colonial, avec un système, et donc de fait avec une immigration de ces pays-là, qu'elles soient noires ou maghrébines importantes, avec des tensions importantes sur ce sujet-là. Voilà. C'est toujours pareil. C'est pas du JM, mais c'est du rugby, et c'est toujours à jeun. Hein, donc voilà, peu les blancs et puis le jeune. Voilà. Merci Pascal. Thank you everybody. Je veux dire à Tim, et je vais vous demander de l'applaudir très fort, que sur la route entre Dublin et Pau, il y a Agen. Il y a Lot-et-Garonne. Et donc vous êtes maintenant citoyenne d'honneur. Et alors nous,
On est un petit département, on n'est pas champion du monde en tout. We are not champion of the world in everything. Yeah, but you're great. But for gastronomy and to welcome people, we are not so bad. Et vous êtes ici aujourd'hui est très important. Merci beaucoup, vous Tim. remercie. Merci beaucoup, Tim. On l'applaudit. Ici, les présentations précédentes, je pense que c'était des vrais Irlandais, parce que Pascal est quasiment irlandais. J'espère que ça vous a permis d'avoir un bon aperçu donc, du pays, de voir à quel point ce pays était à la fois chaleureux et vraiment ouvert à l'international, ouvert vers les gens. Il y a vraiment une dimension humaine très importante dans le pays, on le ressent toujours. Donc moi je vais essayer de vous faire une présentation un petit peu sur l'économie, voir un petit peu ce qui s'est passé en Irlande, parce que l'Irlande était un pays très pauvre, il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'aux années 2000, c'était un des pays les plus pauvres de l'Union européenne. Ils ont connu ensuite une croissance irrésistible, donc les années 90-2000, ce qu'on a appelé le tigre celtique. Et puis cette croissance a été stoppée d'un seul coup par la crise financière de 2008. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là et quelles sont les perspectives d'avenir. 4,5 millions d'habitants, plus 1,5 million donc en Irlande du Nord. Donc c'est important de le savoir. C'est un pays, on a parlé également de la répartition dans les villes. Il faut savoir qu'il y a un tiers de la population qui est basée à Dublin. De grosses différences en fait entre les partis politiques ici en Irlande. C'est plus une différence historique entre les partis qu'une vraiment une différence idéologique. Donc c'est important de le voir aussi parce que ça représente bien une société qui est peu conflictuelle en fait et qui a vraiment pour volonté d'aller tous ensemble vers l'avant. Vraiment pour le bien de tous. C'est très pragmatique au final. Il faut savoir que l'Irlande a un PIB par habitant très élevé, c'est le 3e d'Europe. 3e PIB par habitant d'Europe, donc 35 000 € par personne en 2012. C'est vraiment un pays qui crée énormément de richesses. On va voir notamment grâce aux entreprises étrangères qui sont implantées ici. Vous avez par contre deux choses qui sont très inquiétantes. Le taux de chômage, Pascal en a parlé tout à l'heure. Il faut savoir qu'avant la crise, le taux de chômage était à 5%, donc c'était vraiment une situation de plein emploi. Il est monté jusqu'à quasiment 15% en 2012. Et depuis quelques mois, il commence à baisser, donc on est aujourd'hui à 13,4%. Donc c'est vraiment l'enjeu essentiel et tous les Irlandais sont vraiment focalisés sur cette question qui pose beaucoup de problèmes. Il y a également beaucoup d'émigration, un retour à l'immigration qu'on n'avait pas vu depuis de nombreuses années. Donc c'est vraiment un souci, la création d'emplois, c'est la top priority du gouvernement. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Irlande était un pays qui était en grande difficulté, un pays très pauvre. Donc il faut savoir que c'est un pays qui n'a pas de ressources naturelles particulières, c'est un pays qui a une petite population, donc qui a un marché intérieur qui est très faible. Donc comment l'Irlande a réussi à se développer économiquement en fait en appliquant une politique très libérale au final et ouverte sur l'international. Donc l'Irlande a cherché vraiment à attirer les investissements étrangers, c'est la clé en fait, du succès irlandais, attirer vraiment les sociétés étrangères, en particulier les sociétés américaines qui utiliseraient l'Irlande comme un pont d'entrée vers le pays. Donc l'Irlande essaie de mettre en place tout un environnement des affaires qui est très, on dit ici business friendly, donc un environnement très propice aux affaires et au commerce, une vraie culture de l'entrepreneuriat, les gens sont incités vraiment à entreprendre et à vendre leurs produits. Et puis une très bonne utilisation des fonds européens, on a parlé tout à l'heure de la construction d'autoroutes et ce genre d'infrastructure, on a vraiment su obtenir vraiment beaucoup de fonds européens et on a fait une très bonne utilisation. L'Irlande a mis en place des programmes d'ajustement budgétaire pour ses finances publiques. Vous pouvez le voir ici, donc 20 milliards entre 2008 et 2011, 12 milliards prévus entre 2012 et 2015. C'est vraiment énorme, c'est monstrueux à l'échelle du pays. C'est vraiment un effort très dur qui a été demandé à la population. Donc ça a été
Ces réductions sont faites donc à la fois par des hausses d'impôts et des baisses des aides sociales. Donc il faut vraiment voir que les Irlandais ont vraiment souffert de cette austérité. Aujourd'hui, elle semble porter ses fruits, puisque l'Irlande devrait ramener le déficit public à 3% d'ici 2015. Aujourd'hui, c'est à 15%. Les États-Unis disent il y a quelques années, donc ils ont fait un vrai effort qui semble porter ses fruits. Grand point positif pour l'Irlande, c'est sa balance commerciale. Je vais revenir tout à l'heure. C'est la 3e balance commerciale d'Europe, derrière les Pays-Bas et l'Allemagne, donc c'est impressionnant. Il faut savoir que l'Irlande est le 7e déficit commercial de la France dans le monde entier. C'est par rapport à la taille du pays, c'est un pays de 4 millions d'habitants. C'est assez incroyable. En gros, voilà la balance commerciale. Donc on voit que les exportations sont vraiment très importantes, que ça a été très peu impacté par la crise, et donc une balance excédentaire de plus de 40 milliards d'euros. Ça fait rêver en France. On travaille dur, mais on n'arrive pas à avoir ces chiffres-là. Et maintenant, une nouvelle vague aussi des géants de l'Internet. Vous avez donc Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Yahoo. Tous les grands noms d'Internet sont ici et Dublin devient petit à petit la capitale européenne de l'Internet. Donc c'est vraiment, ils veulent se focaliser sur des secteurs d'avenir et à forte valeur ajoutée. C'est vraiment une stratégie gouvernementale d'attirer ces entreprises-là en Irlande. Je vous en parlais tout à l'heure, le PIB par habitant parmi les plus élevés d'Europe. C'est un chiffre intéressant. Donc là, l'indice, c'est 100 pour l'Union européenne. Vous voyez que l'Irlande est à 130, pour la France est à 108 et l'Allemagne à 122. Donc l'Irlande produit vraiment beaucoup de richesses. C'est un pays très actif, très dynamique. Je pense que c'est intéressant de le signaler. Donc vous avez différents secteurs qui offrent de vraies opportunités. L'agroalimentaire, comme je le disais, c'est vraiment le secteur indigène essentiel de l'Irlande. Vous avez, je crois que c'est un quart du bœuf qui est produit dans les McDonald's en France vient d'Irlande. C'est vraiment des importations de masse. Donc vous avez beaucoup de demandes au niveau de l'élevage, des produits, de l'équipement pour l'élevage. Dans les produits laitiers également, ils sont très forts. Dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, ça bouge énormément également. L'Irlande mise sur l'énergie renouvelable et notamment sur l'énergie éolienne pour augmenter réduire sa dépendance énergétique. Donc il va y avoir beaucoup de parcs éoliens construits en Irlande dans les années à venir, donc ça fait vraiment des opportunités pour les entreprises françaises. C'est intéressant notamment sur la partie objective, chiffres. Merci d'avoir fait cet effort de synthèse pour nous et d'avoir dégagé la disponibilité. Donc les trois éclairages, je le dis aussi à Pascal, étaient passionnants, à la fois un éclairage de haut niveau de l'administration irlandaise et puis de la vie politique irlandaise avec Tim O'Connor. Pascal nous a fait vivre ça de manière très humaine, très concrète. Et puis l'effort de synthèse au niveau économique. Alors il y a plein de questions. Moi, peut-être une dernière question qui vous lève, parce qu'il y a quand même tout un débat en France sur cette fiscalité des sièges sociaux irlandais contestables, quoi. À savoir, Google France ne paye pas ses impôts en France, Amazon non plus. Donc, est-ce que ce débat n'est pas potentiellement dangereux, parce qu'il finira par, j'en suis sûr, converger et il y aura d'autres règles fiscales qui vont émerger en Europe. Et est-ce que ce débat n'est pas très dangereux à terme sur la solution irlandaise? Pour les Irlandais, de toute façon, eux, il y a une chose qui est claire, enfin je veux dire, ils ont fait beaucoup d'efforts pour l'austérité, les ajustements, mais il y a une chose qu'ils ne veulent vraiment pas toucher, c'est le taux d'imposition sur les sociétés. Après, il faut les comprendre, c'est un pays qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui n'a pas de ressources naturelles, qui a une petite population. Il faut qu'ils trouvent leurs avantages compétitifs. C'est pas la France, ils n'ont pas ce tissu industriel et les richesses que nous on va pouvoir avoir sur le territoire.
Donc ils ont trouvé cette solution. Et pour revenir au taux d'imposition, juste... Taux d'imposition en France 30%. Hein. Donc vous voyez le gap et à quel point c'est vraiment déterminant en termes de stratégie d'implantation, de choix d'implantation pour une société multinationale. Hein. 12,5-30. Ouais. Après, il y a autre chose, et ça je vous dirais, enfin, c'est plus mon avis personnel, là, je ne représente pas du tout la France, hein, je dis ça plus de record, c'est ce que je pense. Je pense qu'au final, si l'Irlande a un taux d'imposition de plus de 10%, je veux dire, c'est fair enough, comme ils disent, hein, c'est leur choix. On est au sein de l'Union Européenne, ok, pourquoi pas. Par contre, ce qui est plus gênant, ça va être qu'il y ait des sociétés comme... et puis d'ailleurs, moi je travaille avec beaucoup d'entreprises françaises, j'en connais pas qui me dit ok, je paye trop d'impôts en France, je vais m'installer en Irlande, hein, parce qu'il y a d'autres avantages qu'il y a en France et qu'il n'y aura pas en Irlande. Ça, j'ai jamais vu des localisations sauvages comme ça. Je ne l'ai pas vu. Par contre, je pense qu'il y a un vrai problème pour Google, Facebook, Apple, pour ceux qui ont été épinglés par la presse récemment. Parce que là, le problème, c'est qu'ils ne payent même pas 12,5%, c'est qu'ils vont payer 2 ou 3%. Et c'est ça, c'est assez... L'élévation fiscale et là, le débat public ne s'arrêtera pas en France. Donc il y aura vraiment une... Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Et d'ailleurs, la Commission européenne a réagi cette semaine en disant qu'il y avait peut-être de l'évasion fiscale au Luxembourg, Pays-Bas et Irlande, et qu'ils avaient mené une enquête à ce sujet. Donc ça, je pense que c'est un vrai problème. Après, leur taux d'imposition, c'est la loi. C'est leur choix. Ok, on applaudit quand même une dernière fois. On vous donne du droit. C'est excellent ça. Et vous savez que nous avons 60 sénateurs. Ouais. Et on voudrait se débarrasser d'eux. Enfin, le gouvernement. Vous nous direz comment vous faites. Parce qu'ils cherchent des sous un peu à droite et à gauche. Le nôtre aussi, là, il cherche. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus, nos sénateurs. Ils s'en doutaient. Vous êtes bienvenue ici au château de Caire et ce monsieur s'appelle Jeff.
messieurs, dames, bonjour, bienvenue ici. Commencez ici, s'il vous plaît. First we'll look at our different sheep and then we'll have a look at the dogs at work. Donc maintenant on va regarder les moutons, les différents moutons, et après on va voir les chiens au travail. The variety is Wiltshire. They are like a cow or a horse. They put on their winter coat. In the summer that coat will fall. There is no shearing of the wool there, only for lamb. Wiltshire, Janine. Wiltshire. Ils viennent de Welsh, dans le sud d'Angleterre. C'est ce genre de moutons, on ne les tombe pas. La laine est très épaisse l'hiver et ils perdent leur laine comme il vous a montré. Donc ils ne les tombent pas ceux-là. Donc c'est notre race encore de moutons. Hello. Here is Friesland, coming from Friesland for milk and the making of cheese. Donc ils viennent de Friesland en Hollande. C'est pour le lait et le fromage. Nous vous saluons. Hello. Kerry Hill, but not from Ireland. They come from the slopes of Wales for lamb. That's the black and white face. Ah, c'est de là. Le mouton avec la tête un peu noire que vous voyez ici, on l'appelle demi. Yes. C'est pour la viande. Now, Janine, the variety is called Jacob. Dans celui-ci, on l'appelle. On l'appelle le Jacob avec les grosses cornes. I can't do this, they're afraid of you. 4 cornes. Et le Jacob, c'est la tête noire, les cornes. Oui, les 4 cornes. Il a pas le chemin pour y aller. Voilà, le sifflet. On peut vendre les sifflets aux messieurs après. Non, monsieur. So, dogs are smiling, shepherds smiling, family photo.